Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Très bonne année si vous nous rejoignez maintenant. On est ravis de vous retrouver évidemment et de débattre avec Sophie de Menton, le retour. Bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et puis votre livre évidemment qu'on n'oublie pas, La France sans dessus-dessous. Ah oui, puis ça continue. Hein. Ça c'est sûr, aux éditions Erol. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média. Bonjour à vous. Bonne année. Et bonne année, buon anno. Buon anno nuovo. Buon anno nuovo. Alexis Bachelet, bonjour. Maire adjoint à Colombes, ancien député PS et aujourd'hui chef d'entreprise. Bonjour à vous. Et Christine Bouillot. Bonjour Christine, que je remercie de m'avoir remplacée très bien la semaine dernière, d'avoir été plaisir. Fidèle au poste pour animer ces débats. J'ai un petit... chat dans la gorge. Et ben oui, on va parler du Covid, une rentrée sous Covid, improvisée, désorganisée. On vous pose la question. On va parler de ces jauges dans les meetings politiques et puis des forces en présence à 4 mois de la présidentielle. Mais je pense que nos coups de cœur et nos coups de gueule vont nous prendre un petit peu de temps parce qu'on va revenir évidemment, je pense, sur le drapeau, la polémique autour du drapeau. Enfin bref, il y a des entreprises, il y a un certain nombre de sujets qui vous ont intéressé. Mathéo, on va peut-être commencer avec vous. Un coup de cœur. Oui, je commence l'année avec une note positive. J'ai un coup de cœur pour une comédienne, danseuse professionnelle qui est porteuse d'handicap et qui s'appelle Magali Sabi et qui a fondé une compagnie de danse qui s'appelle All Move, dont le but n'est pas seulement de pouvoir permettre de pratiquer la danse des personnes qui sont porteuses d'handicap, mais aussi d'encourager la création artistique de la part des personnes porteuses de handicap et donc des spectacles inclusifs parce que l'art appartient à tous et donc je voulais saluer l'initiative de cette compagnie qui s'appelle All Move en anglais. Je pense que ça veut dire un peu tout le monde bouge, oui. Grosso modo, et saluer l'initiative de Magali Sabi justement qui milite aussi pour la reconnaissance de la professionnalité de cette activité de la part de certains créateurs qui sont porteurs d'handicap et je salue cette initiative aussi parce que justement le handicap est un peu oublié souvent et donc non attention, je ne parle pas de non je réagissais parce que non, le handicap n'est pas tellement oublié et que non mais il faut absolument soutenir les handicapés, mais je pense qu'on n'en a jamais autant parlé et c'est bien, mais on est attention à ne pas confondre avec effectivement une tendance qui consiste, par exemple aux États-Unis, c'est pas compliqué, on ne promet plus que des handicapés. Il n'y a pas de raison qu'on soit promu juste parce qu'on est handicapé. Là, cette fille a beaucoup de talent dont vous parlez, c'est bien. Mais attention à cette dérive. On n'a plus le droit de dire le mot normal, c'est un gros mot maintenant. Mais je ne dis pas ça, je voudrais pas faire la moindre réaction. Je veux dire, le handicap, c'est quelque chose qu'il faut quotidiennement et chacun d'entre nous doit veiller au handicap. Mais c'est surtout ça, parce qu'on est très content de dire oui, de favoriser. On part de très loin, Sophie. Aujourd'hui, dans l'entreprise, là c'était dans l'art, donc c'est dans très l'entreprise, non, on ne parle pas de loi. On a des quotas d'handicapés depuis très longtemps. Et que les entreprises préfèrent payer plutôt que d'embaucher des handicapés. C'est pas ça. Je vais vous donner parce que je suis chef d'entreprise, j'ai eu l'expérience. Nous, on prenait des handicapés dans des boîtes d'intérim parce que on en prenait donc régulièrement et c'était très bien. Parce que si on les prenait en CDI, on arrivait aux pires ennuis très souvent à cause des syndicats, à cause de plein de choses. Et donc, non, les entreprises prennent des handicapés, c'est vrai, trop souvent peut-être en boîte d'intérim, mais je trouve que c'est pas si mal. Et ça n'existe pas, on paie pas. Vraiment, il n'y a plus d'entreprises qui paient des amendes. La chose que je voudrais dire, c'est que par contre, c'est bien de se rappeler que le quotidien des personnes porteuses d'handicap n'est pas facile et que on a encore des lacunes, notamment dans l'école. Je parlais
parlé il y a quelques mois d'une école où sont scolarisés mes enfants, qui va finalement fermer malheureusement et qui accueille des enfants autistes et handicapés qui ne sont pas accueillis dans d'autres écoles, ni publiques ni privées. C'est vrai. Et puis il faudrait dans le train, quand je vois un handicapé que j'ai aidé dans le train, quand il y a des gens qui ont une difficulté quelconque, personne ne s'y intéresse, y compris des personnes âgées. Christine Bouillot. Oui, alors le problème de l'emploi des handicapés dans le monde du travail, c'est aussi le monde du travail qui ne sait pas par quel biais l'aborder, parce qu'une fois qu'on a franchi les premiers obstacles, on va dire, pour faire rentrer, pour recruter une personne en situation de handicap, eh bien l'entreprise finalement au bout de quelques temps ne voit que des avantages. Moi j'en ai visité où ils ont effectivement adapté complètement l'entreprise au handicap de leurs salariés. Concernant la prise en charge cette fois des handicapés dans leur formation, le vrai hiatus, c'est l'accessibilité des écoles supérieures. C'est une fois que le système scolaire classique est terminé, qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants, de tous ces étudiants? Je pense que les universités, par exemple, ne sont absolument pas adaptées pour accueillir dans les amphis des personnes en fauteuil roulant, par exemple. Alors c'est vrai, Christine, et inversement, j'ai été voir la ministre avec des chefs d'entreprise du handicap parce que les normes pour les entreprises sont telles que c'est complètement dissuasif. Il y a des boîtes, par exemple, on peut accueillir un handicapé avec un fauteuil au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème, mais il y avait un premier étage, ils voulaient tout faire casser pour que ce soit accessible. Donc on a des normes complètement dingues, y compris dans l'immobilier maintenant, alors qu'il y a des endroits où il le faudrait, bien sûr, mais l'exigence actuelle des normes handicapées pour certaines entreprises et pour l'immobilier est contre-productive pour accueillir des handicapés. Oui, enfin, je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés. On vient de loin. On vient de loin. On a Stéphane qui nous dit c'est une erreur, se fit doublement pénaliser l'intérim et le handicap, ça empêche de faire des emprunts. Quand vous êtes en situation alors, maintenant, heureusement, les banques, on a arrêté et les emprunts pour les CDD d'ailleurs, maintenant deviennent possibles. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème. C'est quelque chose à faire évoluer. On va pas refaire Alexis voulait peut-être dire un mot, mais c'est vrai qu'on part de loin. Et encore une fois, je cite à chaque fois Jean-François Amadieu, ce sociologue qui fait des études sur les discriminations. Les plus discriminées à l'emploi sont les personnes porteuses d'un handicap, même s'il est minime. Le fait de signaler non visible fait que ce sont les personnes les plus discriminées. Un mot, Alexis, peut-être sur ce sujet? Simplement pour dire que effectivement la société inclusive qui est devenue un peu à la mode, c'est quand même plus aujourd'hui un vœu pieux qu'une réalité au quotidien. Je pense que les personnes porteuses de handicap, elles ont des difficultés pour se déplacer. Les transports, les voiries, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui d'adapté. Vous voulez prendre le métro à Paris, vous êtes porteur d'un handicap, c'est juste quasiment impossible. J'espère que pour les Jeux Olympiques, on fera des progrès. La majorité des stations sont pas adaptées. Et pareil pour les bâtiments, on a parlé d'université, mais le nombre de bâtiments, les bureaux pour les entreprises, etc. Le seul effort un peu significatif, on va dire, c'est les administrations, puisque depuis la loi de 2005, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et qui mettent un certain nombre de bâtiments en accessibilité, mais franchement, on est vraiment au début du chemin, c'est le cas de le dire, et c'est un chemin de croix pour les personnes porteuses de handicap, en particulier les handicaps moteurs, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler évidemment des nouvelles règles autour du Covid et en particulier des annonces faites par Jean-Michel Blanquer hier soir en exclusivité dans Le Parisien avec un article payant de La France en dessus-dessous, on y est. À tout de suite. Les débats jusqu'à midi, nous commentons l'actualité, une rentrée évidemment sous le signe du Covid, avec la rentrée des classes aujourd'hui, avec des jauges, avec des règles qui ont changé. On va en reparler dans un tout petit instant. Continuons notre tour de table des sujets qui vous intéressent, qui vous préoccupent. Christine Bouillot. Alors moi j'avais un petit coup de griffe à faire aux autorités de santé. Alors peut-être qu'elles ont d'autres chats à fouetter en ce moment, mais disons qu'il y a le Dry January qui a commencé.
commencer. Je sais que c'est un sujet qu'on évoque souvent autour de la table juste avant le réveillon, en se disant à partir du 1er janvier, j'arrête de boire de l'alcool. Ça veut dire janvier sec. Hein. Attendez, oui, voilà, ça veut dire janvier sec évidemment, mais ça aujourd'hui maintenant tout le monde le sait. Dry January aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de proposer effectivement comme le mois sans tabac, un mois sans alcool. Alors on le fait ou on le fait pas, personne n'est obligé de le faire, mais toujours est-il que ceux qui sont à l'initiative de ça, c'est-à-dire des médecins addictologues, des professionnels de santé, regrettent le soutien très faible. Inexistant, Valérie, des autorités de santé pour ce mois de prévention au risque de l'alcool. Parce qu'au-delà de tenir un mois sans boire une goutte d'alcool, ça chacun fait comme il le peut et comme il le veut surtout, c'est l'occasion aussi de regarder sa consommation d'alcool. Et je trouve ça intéressant, notamment chez les jeunes générations aujourd'hui, en période de Covid, où on a beaucoup parlé des risques d'addiction, notamment autour de l'alcool, par le fait que, il y a des palliatifs pour que c'est une sorte de palliatif au désespoir de certains, de faire le point. Et là, il y a zéro information, zéro mise en garde. Le lobby de l'alcool qui est réel dans le pays, et bien tout simplement, je vois que notre amie Sophie est en train de trépigner pour défendre le lobby de l'alcool. Je ne critique pas le lobby de l'alcool, je dis simplement que je trouve dommage, très dommage. Ça fait 16 000 morts par an de cancer du foie, de cancer du larynx. C'est quand même quelque chose d'important. C'est une hécatombe sur les routes. Sophie, c'est une hécatombe sur les routes. Et il y a des consommations d'alcool déguisées que l'on ne voit pas. Et des consommations chez les... Je parle des jeunes, il n'y a pas que les jeunes, mais ça commence par là, qui sont effectivement à regarder de près. Je trouve que c'est intéressant ce mois-là. Et il y a eu une hausse de la consommation d'ailleurs pendant le confinement, où les gens ont consommé plus d'alcool. Alors juste Christine, je suis à 200% d'accord avec vous. D'ailleurs, je ne bois pas une goutte d'alcool personnellement, mais là où je réagis, c'est que vous demandez le soutien du gouvernement. Je n'en peux plus. Non, je ne demande pas le soutien du gouvernement. C'est une politique de santé publique, Sophie, comme le tabac. Voilà, d'accord, c'est vrai que c'est un peu différent, mais je crois en plus qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, tout ce qui vient des organismes de santé publique, tout ce qui est comme consigne supplémentaire, à la limite est contre-productif. Je préfère mille fois que vous le disiez, que les médias relaient, etc. Moi, j'attends plus rien des consignes de la santé publique, qui est quand même finalement gouvernementale. Et voilà. Et c'est vrai que le fait qu'ils nous disent quelque chose, une consigne ou un ordre, ce serait presque contre-productif. Mais vous avez mille fois raison et je soutiens. Et c'est vrai qu'un de nos auditeurs nous dit qu'il faudrait proposer à Madame Bouillot un mois sans mot d'anglais, non au franglais. Alors c'est vrai que le mot Dry January, il faudrait le... Surtout que c'est mois sans alcool. Le mois sans alcool. Moi, on a dit le mois sans tabac, les mois sans alcool. Janvier sans alcool. Alexis Bachelet. Non, mais je crois que une campagne un peu virale issue du monde anglo-saxon ne remplacera jamais une politique de santé publique, quoi. Voilà, là on voit bien que c'est très anglo-saxon, d'ailleurs c'est un peu protestant. Il faut faire pénitence pendant un mois, ça veut dire non, c'est pas une pénitence, c'est que c'est comme le mois sans tabac. Abstinence, bien abstinence, ça rime avec pénitence et on peut avoir l'impression qu'effectivement il faut se restreindre un mois. On le fait aussi pendant le Ramadan. Si les 11 autres mois on est dans l'excès, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être raisonnable et relativement sobre. Oui, mais c'est une prise de conscience. Non, mais ça marche pas, Alexis. Enfin, je sais pas, si vous avez des jeunes de 20 ans autour de vous, ça ne marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement des campagnes de santé publique qui ont un impact? Il y en a eu dans le passé. Moi, je me rappelle. Mais regardez, quand il a fallu mettre sur les étiquettes les dangers de l'alcool pour les femmes enceintes, regardez les levées de boucliers qu'il y a eu. Enfin, soyons raisonnables. On a réussi à le faire. Il y a des combats à mener. Il y a des lobbies qui défendent leurs intérêts économiques et puis il y a l'intérêt général et la santé publique. D'où l'importance de la force publique pour essayer de faire passer les messages, non? En tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que cette campagne a un impact? Oui. Non, sur quel public? Est-ce qu'on vise plutôt les jeunes? Est-ce qu'on vise, etc. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des études sérieuses là-dessus? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux revenir sur des vraies campagnes de prévention? Il y en a eu dans le passé qui ont eu des effets, notamment sur lesquels? Sur l'alcool? Un verre ça va, 2 verres bonjour les dégâts. C'est très bien. Regardez les chiffres de la sécurité routière. 3 verres bonjour les dégâts.
il y a des choses, moi dans ma génération, ça m'a marqué et aujourd'hui, on sait que quand on a pris plus de 2 verres, il faut éviter de prendre le volant derrière. Voilà, c'est des choses simples. Mais pourquoi ne pas revenir à répéter des messages qui ont eu un impact dans le passé et il faut recommencer. Vous avez raison, Alexis. Ne bougeons pas, laissons les choses en l'état. Aujourd'hui, laissons les gens prendre le volant, laissons les gens s'alcooliser sans problème. Je trouve que c'est un petit peu facile de se défaufser. C'est pas une question de se défausser, c'est un soutien. Les addictologues font cette prévention. Vous inquiétez pas, il y a 24% des Français qui vont faire, qui vont tenter de le faire. Je dis pas que tout le monde va réussir, peu importe. C'est bien d'en parler et que ça occasionne. Je trouve dommage une prise de conscience. Que l'organisme qui centralise on va dire les campagnes de prévention, comme il le fait pour l'alcool et pour le tabac, soit totalement absent. Point. C'est tout ce que je dis. Voilà, absent. C'est pas un peu, c'est absent. Allez, Alexis Bachelet, coup de gueule. Oui, moi je voulais pousser un coup de gueule aussi en ce début d'année par rapport à la polémique sur le drapeau européen et sous l'Arc de Triomphe à l'occasion, faut-il le rappeler, de la présidence française, puisque ça faisait 13 ans que la France n'avait pas présidé l'Union européenne. Pour la première fois depuis 13 ans, on va avoir 6 mois de présidence française et donc avoir mis ce drapeau européen pour marquer un petit peu cette entrée dans la présidence française me paraissait tout à fait acceptable. On est un pays fondateur de cette Union européenne et les réactions je dirais, alors certaines très politiciennes, d'autres probablement très idéologiques, l'attachement au drapeau français, qui aurait dû être mis avec, sachant qu'il y a déjà régulièrement le drapeau français sous cet arc de triomphe et qu'il ne s'agit pas de le remplacer ad vitam aeternam par le drapeau de l'Union européenne. Il s'agit juste de marquer un temps fort symbolique, comme on le fait d'ailleurs au moment des fêtes nationales, des fêtes patriotiques, où on met le drapeau français sous l'arc de triomphe. Et donc, j'ai pas bien compris en fait quelle était l'intention des gens qui réclamaient le retrait du drapeau et qui s'offusquaient qu'on ait pu mettre ce drapeau sous l'Arc de Triomphe, comme si d'ailleurs il y avait une contradiction entre la présence des soldats inconnus. Rappelons que c'est un lieu de commémoration des morts de la guerre 14-18 et que s'il y avait eu l'Union européenne en 14-18, on aurait évité les millions de morts de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'Union européenne c'est aussi créé sur l'idée qu'il ne fallait plus que les peuples européens se fassent la guerre. Désolé. Donc, est-ce que pardon, je vais vous allez-y. Quand même. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, et Mathéo, c'est peut-être parti, regrettent finalement l'époque où l'amour du drapeau conduisait à faire la guerre aux pays voisins, et notamment à l'Allemagne? Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une contradiction entre le fait d'être attaché à cette paix, à ce drapeau européen, symbole aussi de paix, dans un moment ou dans un lieu qui commémore les morts de la Grande Guerre, qui, après la guerre, la Première Guerre, disait c'est la der des der et plus jamais ça. Et le drapeau européen, il est aussi symbole de ça. Ça devait être la der des der. Malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, les peuples européens ont décidé de s'unir pour justement resserrer les liens et que plus jamais il y ait de guerre en Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une maladresse tout de même? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre le drapeau français à côté? On voit qu'il a été retiré relativement en catimini. Oui, mais il paraît qu'il était prévu que pour 2 jours, pour fêter l'entrée. Qu'on le dise avant. Qu'on le dise avant. Oui. Bon, mais qu'il y ait une petite gaffe, c'est possible. Tout était bleu, la Tour Eiffel était bleue. Oui, mais justement, voilà. C'est des monuments, tout ce que fait le gouvernement, et je pense que ce serait le même cas, quel que soit le gouvernement en place, il y a une polémique. Je veux dire, oui, c'est vrai, c'est une petite gaffe. Moi, je préfère 1000 fois qu'il y ait le drapeau français à côté, c'est vrai. Voilà, point. Ça coûte rien. Mathéo. Non, mais je me demande. Déjà, je ne fais pas partie de ceux qui veulent la guerre, le sang, les morts des soldats français. Je vous rassure, Alexis. Mais je rappelle que, à la limite, c'est un problème de cohérence. Dans cet monument, il y a le tombeau de quelqu'un qui est mort pour une patrie. Voilà. D'ailleurs, peut-être ce n'est même pas. Enfin, on ne sait pas qui c'est, un Allemand, bien, etc. Et c'est une patrie. Désolé, ça n'existe pas, la partie européenne. La partie européenne, qu'est-ce que ça représente, ce drapeau? C'est un peu comme le faucille et le marteau de l'Union soviétique. Quelque chose d'artificiel fait par une élite dont vous avez fait partie parce que vous êtes socialiste, vous restez socialiste, et que a voulu créer un pays, imposer des règles pour effacer des racines russes à l'époque de la révolution d'octobre, etc. Et la même chose veut faire l'Union européenne, veut effacer les peuples. Vous
détestez, vous à gauche, les peuples. Et moi, je les adore, les peuples. Moi, je suis italien, et si on me mettait seulement le drapeau européen à la place de celui italien et européen, je serais scandalisé en Italie. En France, je suis scandalisé parce que j'ai acquis aussi la nationalité française. Je suis français quand vous l'êtes, avec une autre sensibilité, et je déteste de voir seulement quelque chose d'artificiel qui est un symbole d'une dictature, d'une idéologie qui veut effacer les racines de l'Europe. C'est vrai qu'effacer les racines italiennes, c'est pas possible. C'est pas possible, heureusement, mais même pas les racines françaises, sauf qu'avec des gouvernements comme ceux socialistes ou de M. Macron, on efface les racines de la France. Régulièrement, tous les jours. Alors, tous les jours. Et même plusieurs fois par jour. Un auditeur nous dit que c'était peut-être pas l'endroit où mettre ce drapeau européen, que la Tour Eiffel, qui est désormais un panneau publicitaire, était largement suffisant. Qui est géré par Anne Hidalgo. Et que, et voilà, que c'était peut-être pas l'endroit pour mettre ce drapeau. À la limite, même pas sur l'Élysée. Mais au nom de quoi, justement? C'est ça le sujet. Parce qu'il y a un mort. Moi, quand j'ai entendu il y a un soldat inconnu qui s'est battu contre les Allemands qui sont dans l'Union européenne. On en est très content. Ce soldat inconnu, il est peut-être allemand, il est peut-être britannique. Mais oui, vous n'en savez rien, il est inconnu. Et sur les champs de bataille, je vais vous dire, je sais pas, j'espère, Sophie, que vous avez été visiter la Somme ou Verdun ou les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Bien difficile était sans doute de savoir non mais on va pas en plus aller prendre un ADN du soldat inconnu, il est supposé être français. Donc il est supposé être français, mais il est le symbole de quoi? Il est le symbole des gens qui sont morts français morts pour la France, point. C'est ce que tout le monde croit, guerre civile européenne. Et donc évidemment que c'est un symbole qui est tout à fait cohérent avec le message de paix. Oui, mais il fallait mettre les deux drapeaux. De paix. Voilà. Alors, beaucoup de. Christine, juste un auditeur nous dit votre chroniqueur oublie qu'une majorité de Français avaient voté contre Maastricht, donc ce drapeau est une provocation. C'est pas vrai. Maastricht, il y a une majorité de Français qui ont voté pour. Non. Ils se trompent. Pour Maastricht. Maastricht, c'est 1992. Oui, c'est vrai. C'était 1992, après. le référendum a été gagné. Même Matteo est obligé de le reconnaître. C'est le référendum qui était négatif. Après, celui de 2005, mais qui ne portait pas sur la même chose. Donc c'est une provocation, nous disent nos auditeurs. Une provocation par rapport à quoi? Ce qui était assez drôle, c'était la course à l'échalote de tous ceux qui disaient ridicule. Qui étaient patriotes de chez patriotes. Ça, c'était drôle. Moi, j'ai apprécié. Vous a fait rire la surenchère qu'il y a eu. Alors attendez, on va y revenir. On va y revenir dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio avec Alexis Bachelet, Matteo Ghisalberti, Christine Bouillot et Sophie de Menton. Peut-être un mot, Christine, et puis on va changer de sujet sur effectivement cette escalade d'indignation qu'il y a pu y avoir ce week-end et d'ailleurs celle de Valérie Pécresse qui était assez peu qu'on a réveillé pour, c'est ça, dis quelque chose, Valérie. Qui était non. Ça faisait un peu ça, c'est-à-dire que le Rassemblement national, Éric Zemmour, tout le monde a dégainé tout de suite, et puis tout d'un coup, il a fallu aussi que tous ces partis de droite, quelqu'un a dû dire oh là là, il faut qu'on réagisse également, mais avec cette difficulté, c'est d'être aussi européen, mais sans dire que l'Europe c'est pas bien, etc. Donc, on a eu le sentiment jusqu'au moment où on a retiré le drapeau avec ces appels à signature. Enfin bon, c'était la course à l'échalote, et c'est vrai que c'était le second volet de ce débat où là, moi, j'ai découvert, par exemple, je pensais très sincèrement qu'on avait retiré le drapeau français pour mettre le drapeau européen, mais en fait, il y a quasiment jamais de drapeau français sur la. Exactement. Il n'y est que le 14 juillet. Moi, je croyais qu'il était tout le temps. Et les commémorations. Donc, je voulais juste, je pensais l'inverse. Si je peux rappeler que l'article 2 de la Constitution, alinéa 2, dit que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Voilà, Constitution française. Mais personne n'a dit le contraire. Hein. Voilà. Sophie, je vais vous donner la parole. Cette polémique. Dans un instant, mais je voulais qu'on revienne. Alors, on l'a entendu dans le zapping sur cette sortie du chanteur Maître Gims. Je précise chanteur parce que Sophie ne sait pas qui est Maître Gims. Je vous balance à l'antenne. Valérie Pécresse, c'est son soutien. Effectivement, elle n'avait pas connu sa chanson. Écoutez ce qu'il disait hier. Il reprochait donc que ses amis musulmans lui souhaitent bonne année. J'ai raison avec les bonnes années, nouvel an. Laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer
des bonnes années. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, à Omar. Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Noël, etc. On respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakary, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Voilà, donc ça c'est sans commentaire, c'est assez effondrant, parce que à ce moment-là, je veux dire, les Juifs, on leur souhaite leur nouvelle année, les Chinois ont un nouvel an chinois. Je veux dire il y a une mondialisation, j'espère, des idées, des valeurs. Oui, la mondialisation pour l'islam, c'est l'imposition de l'islam. On ne parle pas de mondialisation, on parle d'une fête qui est la nouvelle année. Oui, mais c'est un peu mondial la nouvelle année. Oui, je vous signale que le 31, c'est pour ça que je dis que c'est ridicule, et que cette nouvelle année, on vous montre les feux d'artifice dans le monde entier. Je pense que ce type de réflexion est inutile et pas très intelligente. Ouais. Vous en pensez quoi, Christine? Je la découvre, très sincèrement. Ah bon, vous saviez pas? Ça a été en tête oui. des commentaires hier sur les réseaux sociaux, avec des contradictions soulignées chez Maître Gims, donc qui se revendique comme... je trouve que c'est toujours... c'est déjà d'être porte-étendard comme ça, tout d'un coup, d'un combat qui n'est pas expliqué du début à la fin. Je trouve il n'y a rien de mieux que pour attiser et démarrer une année, avec une polémique, la nouvelle année. Ok, on veut pas la fêter, et à la limite. Surtout parce que ces chansons ont bien été jouées pendant plusieurs fêtes de la fin de l'année, des réveillons, etc. Donc, non, mais moi je trouve ça dérangeant. Voilà, Olivier nous dit contre Noël et la bonne année, mais pas contre Autotune et les dames peu vêtues dans ses clips musulmans, mais pas trop quand même. Alexis, ça vous en aviez entendu parler? Pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Et puis alors, je vais vous dire, c'est bien le dernier conseil que j'écouterai, c'est celui de Maître Gims. Oui. Qui est peut-être du talent artistique, mais alors au niveau philosophique et intellectuel, là, on est quand même près du degré zéro. Voilà, c'est pitoyable. Qu'est-ce que je vous dis? Ouais. Maître Gims, à la limite, il le pense, il a le droit, individuellement. Mais enfin, qu'il aille donner des leçons en disant oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a aucun titre en la matière. Et c'est juste ça prouve juste son côté, un peu sectaire. C'est le drame de la polarisation et de la notoriété. C'est-à-dire que maintenant, sur Twitter, n'importe quel abruti peut s'exprimer sur n'importe quel sujet. Et voilà. Ouais, exactement. Je rappelle que d'ailleurs... Mais une auditrice nous dit c'est un pauvre type qui divise les esprits faibles qui suivront ce truc. C'est quand même en ça que c'est pas totalement anodin. En France, où des gens sont égorgés parce qu'ils ont osé parler de l'islam, dire une chose comme ça, c'est toujours risqué. Et je rappelle que Maître Gims... je fais tout simplement un pas en arrière parce que j'ai un peu l'impression qu'il souhaite se mettre en avant, être plus royaliste du roi peut-être, parce que il était chrétien, lui il s'est converti à l'islam, ça lui appartient, très bien. Et donc s'il a des sensibilités qui appartiennent à sa religion de ce type, pourquoi pas, mais comme disait Alexis Bachelet, c'est une considération personnelle si elle est reportée en public, elle peut vraiment générer des incendies et peut-être des drames, malheureusement. On verra si sa maison de disques le suit sur ce sujet-là, parce que peut-être que ça peut avoir un impact sur ses ventes. Et ses sponsors. Oui. Et je signale qu'il est polygame, voilà. Il y a une chose interdite en France, d'ailleurs. C'est peut-être cela. Ce qui explique peut-être cela, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez lamentable. Sophie, abordons le sujet du Covid avec vous. On va parler de l'école tout à l'heure, mais vous vouliez, alors vous avez signé une tribune qui va paraître dans Causeur cet après-midi à propos des entreprises. Oui, d'ailleurs, c'est même pas une tribune, c'est une lettre ouverte à Elisabeth Borne. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Madame Elisabeth Borne est ministre du Travail et qu'elle intervient dans la vie des entreprises, c'est-à-dire de nous tous, de façon inopinée, brutale et sans jamais pratiquement consulter les entreprises, sinon a posteriori à travers les instances représentatives. Et j'étais très très choquée parce que, en fait, elle a implicitement traité les chefs d'entreprise comme des délinquants en puissance.
Elle a brandi immédiatement des menaces d'amende administrative. Elle a même pas dit, bon, chef d'entreprise, il faudrait essayer de remettre le télétravail, salariés, regardez comment vous pouvez vous organiser. Elle a commencé immédiatement à dire, amende administrative, il est interdit de travailler. Je tousse, il faut que je parte en télétravail. Il est interdit de travailler, il faut prendre 3 ou 4 jours par semaine, etc. Mais je trouve ça honteux, et elle est ministre du Travail, elle aurait pu faire appel aux entreprises. C'est ignorer que ce sont les entreprises qui ont fait le plus. Je regarde ce studio avec le capteur de CO2, je regarde les plexis qui nous séparent, je regarde tous les virucides qui sont mis sur la table. Je veux dire, elle n'a jamais dit un mot sur les entreprises qui essayaient de trouver des solutions par rapport à ça, et c'est de la punition permanente. Et je trouve que de la part d'un ministre du Travail, c'est honteux. Par exemple, c'est nous qui gérons, on sait beaucoup mieux qu'elle. C'est nous qui gérons les cas contacts, les arrêts de travail. Qu'est-ce que vous faites? Mon mari est malade. Non, bah alors restez chez vous. Il faut bien une règle. Il faut bien. Mais qu'elle donne une règle, mais elle commence par dire vous aurez des amendes 1 000 € par salarié. Si l'inspecteur du travail constate qu'il est là, alors qu'il pourrait télétravailler, de quel droit un inspecteur du travail va dire si mon salarié doit travailler? Et par ailleurs, je suggère que les inspecteurs du travail soient immédiatement en télétravail. Car c'est très dangereux, ils pourraient attraper le virus en venant chez nous. Peut-être qu'ils travailleront 3 jours par semaine. Sur l'entreprise, Alexis Bachelet, vous en pensez quoi? Sur la ministre du Travail et son comportement, c'est différent. Il y a le ministre aussi de l'Éducation dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire sur ces annonces qui sont faites. La ministre du Travail, c'est une honte. Alexis, qu'en pense-t-il? Je n'ai pas un avis très tranché sur le sujet, si vous voulez, mais enfin bon, moi je pense que de toute façon, il faut que tout le monde s'adapte à la situation, et les entreprises aussi. J'ai vraiment envie de dire que les entreprises sont principalement concernées par le contexte. Voilà. Et qu'elles sont très bonnes, bien meilleures que les administrations d'ailleurs. Et qu'elles sont probablement assez réactives, et qu'elles savent, elles ont une agilité supérieure aux administrations, mais c'est parce que aussi, et c'est tant mieux, on ne peut pas imposer des protocoles non plus trop stricts, parce que ça ne peut pas marcher. Les entreprises sont très diverses. Entre, je dirais, l'artisan, le commerçant et la multinationale, vous voyez. On ne peut pas imposer la même règle stricte à tout le monde de la même manière. Et il n'y a personne, aucun chef d'entreprise. Christine, je voudrais faire le en même temps de cette décision, Sophie, parce que dans le en même temps, on demande aux entreprises effectivement de faire 3 jours de télétravail pour les salariés qui le peuvent, parce que tout le monde ne le fera pas évidemment, et que derrière a été annoncé aussi un allègement des protocoles d'isolement pour permettre justement aux entreprises de se retourner, ce qui n'était pas prévu, et ce qui est d'ailleurs dénoncé par les médecins, beaucoup de médecins qui disent là on se tire une balle dans le pied en faisant ce genre de protocole où on réduit le temps d'isolement pour les personnes qui sont positives et vaccinées. Vous avez raison, mais je précise, et c'est mon dernier mot sur cette lettre ouverte, je dis qu'au moment où on trouve plus de salariés, au moment où on a un absentéisme délirant, au moment effectivement où nous-mêmes, c'est nous qui jugeons des cas contacts, c'est nous qui isolons, qui disons non, viens quand même et on va te mettre dans un bureau tout seul, etc. Il n'y a personne au monde qui a moins envie qu'un chef d'entreprise que ses salariés attrapent le Covid. C'est une catastrophe pour lui. Donc on fait le maximum, mais on ne veut pas se faire engueuler par une ministre qui nous prend pour des délinquants. Cette histoire me rappelle un petit peu les problèmes qu'ont eu les petits commerçants en début du Covid, quand on a rouvert et après on les a refermés alors qu'il y avait les supermarchés qui pouvaient vendre les mêmes produits, etc. On y avait tout simplement pas pensé. Et donc je pense là encore, on est toujours dans ce même cadre. On ne pense pas au quotidien des gens, au quotidien des entrepreneurs et des salariés. Et effectivement, si on ajoute à ça aussi le fait que globalement, les Français sont un peu avec le moral en berne. Donc quand ils ont peut-être un obstacle pour aller travailler, ça les démotive encore plus, ça les rend encore plus passifs vis-à-vis de cette situation. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi. C'est peut-être une contrepartie au fait que les entreprises aient obtenu le fait de ne pas contrôler les passes vaccinales, contrairement au reste d'ailleurs, des autres situations. C'est pas gagné ça. Nous on était, personnellement, non, ça vous êtes pas concerné. Il y a beaucoup de vos collègues qui étaient contre le fait, et vous l'avez obtenu. Donc c'est peut-être aussi la contrepartie, ce télétravail, au fait que le pass vaccinal ne sera pas. Donc ce serait une vengeance. Absolument, non. C'est cohérent. Vous pensez? Vengeance peut-être pas, mais c'est cohérent. Non, mais c'est cohérent.
Allez, on va parler de la C'est plus rentrée. facile de... Ouais. C'est plus facile d'aller vers du... c'est plus facile d'inciter, parce qu'il y a quand même une dimension incitative et positive de dire, protégez vos salariés en adaptant les conditions de travail et pousser au télétravail au maximum. C'est plus simple à organiser que le contrôle du pass vaccinal dans toutes les entreprises. Non, parce qu'attention, vous confondez une chose. S'il y a un pass vaccinal, on le contrôle une fois dans l'entreprise. Mais non, mais c'est stupide. Vous ne pouvez pas le contrôler une fois. Donc on est vacciné, on contrôle une fois qu'on est vacciné. C'est le vaccin. Ça n'existe pas. C'est pas le pass sanitaire. Le pass vaccinal, moi j'étais pour parce qu'on contrôle une fois. On verra demain le pass vaccinal. Ça passera au Parlement demain. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On parlait cuisine, figurez-vous, pendant la pub avec Matteo Ghisalberti, Alexis Bachelet, Christine Bouillot et Sophie de Menton. On va parler évidemment de cette rentrée scolaire, rentrée qui semble quand même un petit peu improvisée, rentrée scolaire sans modération du protocole sanitaire. Tous les élèves auront cours en présentiel et Jean-Michel Blanquer a annoncé donc que lorsqu'il y aura un cas positif dans une classe, tous les élèves devront réaliser un test PCR ou antigénique et 2 autres autotests à J+2 et J+4 et les parents devront attester par écrit que les tests ont été bien faits et qu'ils sont négatifs. C'est vrai que hier, on a eu la surprise vers 16h30 de voir une interview exclusive annoncée dans les colonnes du Parisien, donc en ligne et en accès payant. Tout à fait étonnant quand même de voir que les enseignants, que les profs, les directeurs d'établissement apprennent ces mesures comme ça la veille sur Internet. Alexis, vos enfants sont à l'école ? Oui, absolument. Oui. Et alors ? Et j'ai acheté le Parisien pour lire l'interview de Jean-Michel Blanquer. Ça m'intéresse. Non, mais c'est un joli coup du Parisien. Oui, c'est un joli coup du Parisien. En même temps, est-ce que, franchement, vous le mettriez pas gratuit? C'est ironique ce que vous dites, j'espère. Absolument. Mais non, mais c'est délirant. C'est délirant et c'est tellement délirant. C'est encore une gaffe. Mais je veux dire, vous la laissez parler? Pardon. Je sais même pas. Non, mais elle a raison. Enfin, on pourrait se poser la question. Comment peut-on ne pas informer le corps éducatif d'un protocole aussi complexe qui change, mais vraiment ça change toutes les 3 semaines, et de faire ça dans la presse, dans un article payant. Enfin, je pense que si on veut mépriser. Et le dernier jour des vacances, où les enseignants justement s'interrogent sur, nous on reçoit en tant que parents d'élèves, Alexis doit être dans le même cas, les notifications de professeurs qui peuvent être absents, présents. Il y a les rencontres parents-professeurs qui ont lieu toujours en cette période. Tout d'un coup c'est en distanciel, donc on réorganise tout et on voit combien c'est compliqué puisqu'on doit dire aussi aux enfants, savoir est-ce que il doit arriver avec un test positif, une attestation, et faire ça dans la presse le dimanche après-midi, un article payant sans avoir pris le temps d'envoyer une note en amont dans la semaine à tous ces, je sais pas qui a décidé ça. Je trouve ça délirant. Je pense que c'est la meilleure façon pour ne pas gagner des élections parce que, excusez-moi, on attend à la fin de 2 semaines de vacances pour annoncer effectivement une chose de ce type, comme si les parents n'avaient pas leur semaine et les entreprises, parce que les parents, comment dire, c'est un peu les entreprises, ne devaient pas organiser leur semaine, etc. Et puis prévenir aussi les enfants. Mais je vous rappelle aussi que quelques heures auparavant, on nous avait dit que les enfants devaient garder le masque aussi à l'extérieur. À 6 ans. On a des informations contradictoires et, désolé, mais on doit aussi les expliquer aux enfants parce que n'oublions pas que les enfants, comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, à cause des confinements, de la didactique à distance et tout, ils sont en souffrance psychologique. Et si du jour au lendemain on dit tiens, il y a le Parisien qui dit que ton ministre de l'Éducation veut de nouvelles règles. Très bien, ça permettra d'être encore plus à l'école et je salue cette initiative de garder les écoles ouvertes en France. Elles ont été plus ouvertes qu'ailleurs en Europe. Ouais. Mais il faut faire attention. Véronique, une auditrice me dit, il a dit qu'il attendait le dernier moment à cause du variant. On peut un petit peu. Qu'il fasse un communiqué. Oui, alors cela dit, on peut cogner. C'est vrai qu'il y a énormément de gaffes et de maladresses. C'est une période aussi très difficile. Je sais pas parce que qui prend les décisions. Non, une seconde, Mathéo. Il y a la communication du ministre qui est payé pour faire ça. Pourquoi
tu appelles seulement un journal, tu fais un communiqué de presse. C'est vrai que ce sont des gaffes répétitives et voilà. Mais je voudrais dire un mot pour les parents parce que c'est vrai qu'il y a des tas de parents qui sont révoltés qu'on mette un masque aux enfants à 5 ans. Mais faites attention parce que dire à son fils de 5-6 ans, quel âge ? 6 ans, pardon. De dire à 6 ans, c'est stupide, mon pauvre chéri, c'est le troubler. Donc je crois que puisque l'enfant doit le porter, il faut que les parents disent oui, tu sais, c'est important et c'est utile. Il ne faut pas en plus que l'enfant vive ces contradictions. Je dis tout simplement que d'un côté on annonce une mesure qui est, comment dire, restrictive, de l'autre côté on en annonce une autre qui est... Bon, ils comprennent rien et ils savent pas où on en est. Voilà. C'est alors qu'on pourrait... Oui, Alexis. Non, enfin, je suis désolé, j'avais aussi acheté le journal du dimanche hier et donc j'ai lu l'interview d'Olivier Véran qui avait quand même fait un teasing en annonçant, en disant qu'il allait y avoir ces nouvelles mesures à l'école. Il dit les choses, je l'ai sous les yeux. Il dit voilà, bon, il détaille ce qui va se passer à l'école à partir de la rentrée avec le choix de maintenir les écoles ouvertes et d'appliquer des nouvelles règles, etc. Et il dit le détail du protocole scolaire sera présenté demain par le ministre de l'Éducation nationale. Donc il avait donné les grandes lignes, et puis pour le détail, c'était Jean-Michel Blanquer. Pourquoi attendre lundi matin à la rentrée mais ça, moi, je ne suis pas responsable de la communication du gouvernement et du timing, des choix, etc. Je pense que c'est des sujets qui pouvaient être anticipés quand même avant la rentrée ou la veille ou même... Disons-le clairement, même la veille, c'est déjà tard, quoi. Voilà. Ceci étant dit, il faut quand même aussi que nous, les parents, on assume nos rôles d'éducateurs. Moi, j'ai un de mes enfants qui a plus de 6 ans. Il a déjà porté le masque à d'autres moments. On en a discuté. Il a parfaitement compris les enjeux de ce que c'était qu'une pandémie, les conséquences que ça pouvait avoir sur lui-même, sur ses petits camarades, sur sa famille, etc. Et il l'accepte. Et donc, je pense... Et il l'accepte volontiers, il le comprend parfaitement. C'est même lui qui, le matin, quand on oublie, qui demande si on a bien mis son masque dans son cartable parce qu'il change de masque en cours de journée à l'école. Vous le savez, enfin bon. Donc, les enfants, à partir de 6-7 ans, sont capables aussi, quand on leur prend le temps de leur expliquer, il faut le faire, parce que sinon c'est anxiogène, de décrypter cette situation. Et ils voient bien que nous-mêmes, on s'applique un certain nombre de règles, les gestes barrières, on porte nous-mêmes le masque dans un certain nombre de situations. Bon, voilà, il y a la question du vaccin aussi, on en a parlé, on a dit voilà, que ce n'était pas obligatoire pour les enfants et qu'à ce stade-là, on n'était pas forcément obligé d'y aller, mais qu'on ne savait pas à l'avenir, etc. Voilà, on est tous obligés de s'adapter. Il y a eu un développement, on appelle ça un thread, je ne sais pas comment le traduire en français, d'une pédiatre aux urgences pédiatriques qui dit ça suffit les conneries aussi, toute l'espèce de fausses informations autour du masque et des enfants. Elle dit plus l'enfant en face de moi, un parent qui insiste sur le masque, son inconfort et ce qu'il entraîne, plus l'enfant est nerveux, mal à l'aise et inconfortable. Au contraire, un parent, ce que vous dites, Alexis, qui a bien expliqué l'intérêt du masque, l'enfant n'a aucun problème. Et elle raconte aussi, cette pédiatre, que toutes ces photos où on voit des enfants qui sont censés avoir des taux, vous savez, qui ont l'oxymètre sur le doigt et qui ont des taux de saturation à 82 et qui sont tout roses et tout, elle dit aux urgences pédiatriques qu'on n'a vu aucun enfant venir pour une insuffisance respiratoire à cause du masque. Donc il faut aussi arrêter avec cette propagande-là. Je ne voudrais pas être que mes propos soient mal interprétés, mais je veux dire que bien sûr, enfin moi aussi à mes enfants j'ai appris à mettre le masque. D'ailleurs j'en ai une qui a moins de 6 ans et qui veut le porter parce que son frère le porte, donc très bien. Mais ce que je dis, c'est attention, parce que on peut pas vraiment décider les choses du jour au lendemain sans pouvoir avoir un petit peu de temps pour le faire comprendre aux enfants, parce qu'ils sont eux aussi des victimes de cette pandémie. Ouais. C'est vrai, mais rappelons quand même que la situation est horriblement difficile à gérer. Horriblement. Il y a deux trucs. Il y a aussi un truc qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il y a le Delta. C'est vrai. Mais même au niveau de ce virus, il y a le Omicron et il y a le Delta, et on ne le sait plus. Les labos n'arrivent plus parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne font pas la différence. Le Delta est beaucoup plus sérieux. Donc le Omicron, c'est vrai qu'on espère, parce que le Véran nous a annoncé que c'était probablement la dernière vague. C'est Madame Soleil. Oui. Voilà. Et que
probablement on allait tous être immunité collective. Mais voilà, cela dit, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Mais justement, plutôt que dire une bêtise de ce type, pour ne pas dire utiliser un autre mot, pourquoi il n'a pas annoncé vendredi, avant la fin des vacances, quelques informations plus concrètes, parce que on a l'impression qu'ils sont au dernier moment, hein, j'ai l'impression qu'ils doivent se décider au dernier moment. Je ne sais pas qui dirige cette communication, mais c'est ça le problème. Désolé, l'histoire de les laboratoires qui ne sont pas en mesure de séquencer, ça rappelle encore le fameux problème de base de cette pandémie, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens pour faire beaucoup de choses dans la santé. Non, alors là, les labos, c'est privé, heureusement encore. Et deuxièmement, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on est capable d'annoncer, enfin, on est capable, en tous les cas, encore une fois, dans le timing, on prévient les discothèques qu'elles vont fermer, donc elles ont une semaine pour se retourner, et l'école, elle a une soirée et une nuit, et le lendemain matin, on met en place. Alors, bon, le port du masque des enfants, je pense que maintenant, tous les enfants, enfin, il y a plus de débat dans les écoles et dans les couloirs. Enfin, tout le monde a complètement accepté ce mode de fonctionnement-là. Ce qui est en revanche compliqué, c'est la règle d'isolement en fonction des cas coronavirus dans les classes. C'est ça qui est difficile, et c'est ça que les familles ont du mal à appréhender. Les enseignants ont du mal à expliquer aussi, parce que ceux qui sont en première ligne, souvent, ce sont les chefs d'établissement. Quand vous avez des collèges de 600, 700, 800 élèves, je vous laisse imaginer comment le protocole doit être respecté à la règle pour éviter les fermetures de classe, parce qu'au bout du bout, tout ce protocole, c'est quand même pour éviter que l'école ferme, que la classe ferme, que les enfants... Je crois que le jeu en vaut la chandelle, mais par contre, effectivement, la communication à l'intérieur du ministère de l'Éducation... Enfin, moi, Mathéo, j'ai des enfants en âge d'aller à l'école et en classe supérieure. Je suis contente qu'ils y aillent, et ils sont heureux d'y aller. La seule réflexion qu'ils m'ont faite ce matin, pardonnez-moi Mathéo, c'est quand ils entendent le ministre de la Santé dire c'est sans doute la dernière vague. Il y en a un qui m'a dit ça fait 2 ans qu'on dit que c'est bientôt la dernière. Donc je pense qu'il faut les laisser dans leur scolarité, les laisser travailler tranquillement. Mais alors du coup, le ministre, il faut quand même qu'il pense à concerter ses rectorats, ses inspecteurs d'académie. Je voudrais seulement ajouter une chose. Quand on parle de protocole, on n'a pas encore instauré un protocole pour rappeler, par exemple, l'aération des salles de classe, etc. Si. Alors moi, je vais vous dire, je connais les professeurs, ils ouvrent un grand toutes les 10 minutes. Si. Alors après, ce qui est difficile, c'est dans les établissements où les fenêtres s'ouvrent difficilement ou quoi que ce soit. Mais très honnêtement, je trouve quand même que les gens le respectent. Alors que ce soit compliqué, c'est une chose. Un établissement de 2000 élèves dans un lycée, vous imaginez comment c'est compliqué de gérer tout ça. Mais que bon an, mal an, moi je peux vous dire que des élèves sont collés parce que ils sont pas avec leur masque en classe. Donc on essaye de faire respecter au maximum. Ce qui est difficile à entendre, c'est les règles en cas positif. Comment ça se passe? Présenter une attestation. Enfin, je trouve quand même que ils ont dû réfléchir longtemps avant de sortir cette nouvelle réglementation. Oui, et puis ils écoutent aussi la Société française de pédiatrie qui donne un avis qui n'est pas forcément celui qui est enfin le même que ce qu'on peut voir à l'étranger. Oui, ce qui est assez drôle, Mathéo disait, ça n'a rien à voir, mais c'est drôle. En France, il faut absolument boire quelque chose assis dans un restaurant. En Italie, il faut absolument être debout. C'est quand même merveilleux. C'est peut-être un sujet pour la présidence française, non, d'harmoniser tout ça. Non, parce qu'effectivement. Non, mais c'est tellement drôle. On peut boire debout en Italie, en France, c'est exigé assis. Seulement au zinc. Seulement au zinc. Seulement au zinc. C'est extraordinaire. Je ne sais pas. Parce qu'on présume qu'on reste très peu parce qu'on boit les cafés rapidement enItalie. Sauf que si on fait l'apéritivo, ça reste un peu plus. Mais comme c'est dry January, on va pas boire. Même ça. Si il y avait un merveilleux article d'Alexandre Jardin qui dénonçait toutes ces situations ubuesques. Et je crois que ça fait du bien d'en rire un peu. Alors, Julien nous dit ici, on a un enfant 9, 12 et 16 ans. L'enfant de 9 ans porte son masque sous le menton. Le 12 ne veut plus le porter. Et le 15 ne respecte plus les gestes barrières. Yves, manque d'oxygénation dans le cerveau. On en reparlera dans quelques temps. Non, je pense pas, voyez-vous, que le masque empêche l'oxygénation du cerveau. Renseignez-vous auprès de médecins. Oui, Alexis, vous vouliez ajouter quelque chose? Si le masque empêchait l'oxygénation du cerveau, ça veut dire que tous les personnels médicaux sont en danger depuis des années et des années. Parce que ça fait des années que le port du masque il est imposé à l'hôpital notamment, et que pendant des heures d'opération, vous faites des opérations de 6-7 heures, vous avez le masque.
Donc il faut raison garder, mais là on voit bien qu'il y a beaucoup de réactions, que chacun réinterprète les choses à sa manière. Mais je rappelle effectivement, c'était mon intervention tout à l'heure, c'était le rôle des parents est fondamental. C'est certain que des parents qui n'expliquent pas, qui sont réticents ou qui sont dans le refus des gestes barrières, forcément les enfants ils vont pas prendre les choses au sérieux. C'est parce qu'on prend nous les choses au sérieux et qu'on explique les choses à nos enfants, que nos enfants, après, quand ils sont adolescents, j'ai envie de dire, ils ont leur libre arbitre, mais si on leur a bien expliqué les choses, je pense qu'ils sont conscients des enjeux. Ils ont tous des grands-parents, des gens plus âgés qui peuvent contaminer et avec des conséquences qui peuvent être quand même relativement graves. Donc je crois que tout ça est bien. Après, là où on peut quand même être satisfait d'être en France, c'est que le fait d'avoir maintenu l'école ouverte et de créer des conditions du maintien de l'école ouverte, c'est quand même quelque chose dont il faut se féliciter, même si ça amène une certaine complexité et une adaptation un peu permanente. Parce qu'il y a 2 mois, quand il y avait un cas positif dans une classe, on fermait la classe pour que tout le monde reste à l'isolement. Là, on postule qu'il va y avoir plus potentiellement de cas positifs avec le variant Omicron, et donc on essaye quand même de ne plus fermer toutes les classes automatiquement et d'isoler la personne qui est positive ou l'enfant qui est positif, et après les tests, si j'ai bien compris, il y a un premier test et après on fournit 2 autotests. 2 autotests, mais quand on sait que les tests... J'espère que ça n'arrivera pas dans la classe de mes enfants, mais enfin bon, on verra ce que ça donne. Vous leur avez déjà fait des tests à vos enfants? Oui, moi oui. Ouais. Non. Bon, c'est pas les autotests, oui. Oui, mais les autotests, ce que m'expliquait une pharmacienne, c'est que c'est compliqué parce qu'on les fait pas bien. Si, on les fait bien. Non, on les fait pas bien. On les fait pas bien. On va pas les faire à ma petite fille. Si, mais comment tourne 5 fois? Moi, j'appelle parce qu'elle a eu tuto, Sophie, et que l'autotest était positif, qu'on a immédiatement fait valider. Mais vous êtes parfaite. Oui, ça c'est peut-être juste. D'ailleurs, à propos du manque d'oxygénation du cerveau, peut-être que les politiques qui, eux, portent beaucoup le masque, on peut expliquer leur décision par le manque d'oxygénation du cerveau. Allez, petite pause de pub et on revient dans un instant avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Bon, j'avais dit que je ne réagirais pas forcément à certains messages, mais je vois une auditrice qui me dit « Je vous écoute chaque matin et je m'attriste de vous entendre prôner la vaccination dès que vous le pouvez. Ce n'est pas votre rôle de journaliste et peu importe que l'on soit pour ou contre, relayez seulement les informations. » Les informations, ce sont celles-ci. C'est que le vaccin, globalement, quand même, vous avez 80% des gens en réanimation aujourd'hui qui sont des gens qui ne sont pas vaccinés et les autres 20% sont des gens avec des comorbidités. Mais pour les enfants n'est pas vraiment nécessaire. Pour les enfants, pas vraiment ça c'est plus compliqué, je pense. Mais en tout cas, sur la vaccination, les millions de personnes qui ont été vaccinées montrent tout de même que ça fonctionne et que ça vous empêche de terminer. Et c'est pas une opinion, c'est un fait de terminer en réanimation ou en tout cas de faire des formes très graves de cette maladie. Voilà, je l'ai dit, c'est le 2 janvier, le 3 janvier, et je le redirai peut-être. Alors, je voulais qu'on parle. Je vous recommande à ce moment-là. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je recommande aussi la lecture. Alors, c'est Le Monde. C'est un journal, on va dire sérieux, avec des journalistes qui prennent le temps et qui ont le temps et les moyens de faire. À l'hôpital Nord de Marseille, le dilemme du tri des patients. Je vous conseille la lecture de cet article. Voilà. Oui, c'est très intéressant, mais le Monde n'est pas plus sérieux qu'un autre. Non, mais c'est pas Le Monde. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils ont le temps d'aller enquêter, d'aller voir dans les services, etc. Et qu'ils n'ont pas fait ça à la va-vite avec une sorte. Et que des patients de Marseille ont été transportés dans le Grand Est parce qu'ils croulent. Alors c'est vrai, il faut quand même dire que c'est très inégal selon les hôpitaux, que c'est pas le cas du tout partout, qu'il y a des hôpitaux où il y a largement la place. Enfin, c'est aussi les hôpitaux. C'est comme quand on dit les entreprises, c'est vraiment très inégal. Il y a quelques hôpitaux surchargés, il y en a d'autres qui vont très bien. Il y a effectivement un service qu'on est en train de supprimer au Kremlin-Bicêtre qui va être transformé en service Covid. C'est un service de rhumato. C'est vrai que ça existe, mais il s'adapte quand même pas mal et ne dramatisons pas non plus. Le tri des patients, c'est pas aujourd'hui. Ça existe à Marseille et Je veux dire, c'est pas les hôpitaux, mais ça existe à Marseille. Après 2 ans de pandémie, donc il y a un tri. Lisez l'article.
Oui, ils ne sont pas égales. Et... Lisez l'article sur Marseille. Il y a un tri des patients dans l'article. Parce qu'il y a d'autres pathologies. Tout ce problème dépend du fait que si on avait des ressources, on avait 10 000 Mathéo. Attendez, laissez finir Christine. Il y a d'autres pathologies qu'il faut prendre en charge, c'est ce qu'ils nous expliquent dans le reportage, et que par conséquent, ils veulent garder des places en réanimation pour des gens qui n'ont pas que le Covid et qui ont besoin d'être pris en charge en réanimation. Et d'ailleurs, il y a un débat qui a été lancé, je ne sais pas si vous l'avez lu ce week-end, de ce médecin qui demande à ce que les patients en réanimation qui ne sont pas vaccinés signent une décharge pour ne pas être animés. Ça me dérange énormément. Oui, ça c'est vrai qu'il y a eu une polémique autour de ça. Une auditrice me dit, vous mentez, ce n'est pas 80% des personnes, mais 80% des personnes non vaccinées qui sont en réanimation, qui plus est, Omicron touche principalement les vaccinés. Alors ça, c'est... Pas principalement, non. Non, mais c'est... Quand il y a 90% de gens vaccinés... Puis-je dire... Forcément, il y a plus de chances que ça soit des vaccinés qui l'attrapent. Rappelons-nous mais ils attrapent des formes moins graves aussi. 86% des personnes en réa à Marseille, dit l'article, 86% sont des patients non vaccinés. Rappelons-nous que ça fait 2 ans qu'on est en train de gérer cette situation. C'est difficile. Je ne vais pas jeter la pierre tout le temps contre les gouvernements de tout le monde, d'ailleurs, du monde entier. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a 2 ans, on avait dit on va remettre la santé au centre du débat politique, etc., des priorités. On en est encore là. Parce que si on avait 10 000 lits de réanimation en France, on n'aurait pas ce problème. Pas seulement du Covid. Il n'y a pas assez de ressources pour la santé et surtout pour certaines spécialisations. Mais après, moi je suis absolument contraire à stigmatiser ou à faire payer quoi que ce soit à ceux qui ont choisi de ne pas suivre un traitement. En ce cas, c'est celui pour le Covid. Mais parce que sinon, il y a vraiment la même histoire. Pourquoi on devrait payer alors pour ceux qui fument? Pourquoi on devrait payer pour ceux qui font les alcooliques ou ceux qui font le tourisme sanitaire, que la France d'ailleurs est une destination phare. Excusez-moi, les citoyens qui payent les impôts et qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, moi je dois les respecter. Je ne les comprends pas, mais je dois les respecter. Tout à fait d'accord avec cette position. Oui, absolument. On a quelques minutes pour parler de la présidentielle. Comme on est dans la dernière ligne droite, 100 jours de l'élection, un peu moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron se déclarera très certainement dans les jours, je ne sais pas, qui viennent. Valérie Pécresse, Marine Le Pen. À gauche, ça reste l'incertitude. Ça va arriver très vite. Alexis, vous qui avez longtemps été au Parti socialiste, oui. Vous voyez les choses se présenter comment, en particulier pour la gauche ? Je sais pas, pour l'instant, une situation très réjouissante. Il y a beaucoup de candidats annoncés. Il y en a une qui s'est rajoutée d'ailleurs, c'est celle de Christiane Taubira. Ouais. Donc on peut pas dire que ça simplifie tellement le paysage politique, mais bon, pour autant, on est encore à quelques semaines du dépôt réel des candidatures. Il faudra voir qui aura les 500 signatures et donc, on aura peut-être une clarification sur le nombre de candidats à ce moment-là, parce qu'il y a toujours un écart important entre le nombre de candidats qui s'annoncent et le nombre de candidats réels, parce que les 500 signatures, ça représente réellement un obstacle pour un certain nombre de candidats, d'ailleurs que ce soit à gauche ou à droite, ça ne concerne pas que la gauche, mais ça peut aussi concerner la gauche. Donc voilà, après la situation politique, vous savez très bien qu'on est dans une situation où historiquement la gauche est à la fois faible et divisée, donc c'est vrai que s'il n'y a pas moins de candidats et s'il n'y a pas plus de dynamique, de rassemblement, il y a aujourd'hui un risque fort qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est quand même regrettable pour le débat politique. Si on en est réduit à un débat entre le gouvernement sortant et la droite, voire l'extrême droite, comme en 2017, c'est un appauvrissement du débat politique et démocratique. Et beaucoup de Français d'ailleurs s'abstiendront pour ne pas, parce qu'ils se sentiront pas représentés et concernés par ces débats-là. Et moi-même qui ne suis pas à gauche, je regrette infiniment qu'il n'y ait pas un candidat sérieux de gauche. On a vraiment besoin d'une opposition de gauche. Il y a des candidats sérieux, mais ils ne sont pas forcément en position de gagner, mais il y a des candidats sérieux. S'ils étaient sérieux, ils seraient en position de gagner. Yannick Jadot, il ne faut pas dire Yannick Jadot. Non, Yannick Jadot, il est en main des verts, complètement, je veux dire... c'est un vert. Oui, non, mais c'est un vert, il y a des verts normaux, il y a des verts extrémistes. C'est autre chose. Il est aux mains des extrémistes, pardon.
il est aux mains des extrémistes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais... Les extrémistes. Vert. Il y a des extrémistes verts. Et Sandrine Rousseau, vous la classez où? Un peu extrémiste. Et les chars elle est très contente parce qu'elle a un mari déconstruit. Après l'élection de Yannick Jadot. Alors, oui, Mathéo. Je pense que, moi, ça me suggère un peu un déjà-vu, dans le sens que si on veut savoir qu'est-ce que pourrait donner une présidence dans les mains de Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou même Anne Hidalgo, il suffit de voir qu'il y a dans la Macronie, parce qu'il y avait Philippe, il y a Castex, il y a Darmanin qui sont des anciens UMP républicains, il y a Pompili qui est une ancienne, qu'est-ce que c'est, socialo-écologiste, oui, écolo-socialiste, je ne sais pas. Non, écologiste. Écologiste, tout simplement. Tout court, ça suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rajouter bolchevique avant ou après. Hein. Moi, je dirais aussi un peu idéologue, LGBTiste, etc. Voilà, donc. Christine, on aura de vraiment rentrer dans la campagne et connaître la liste des candidats sur la ligne de départ, hein, parce qu'il y a encore l'épisode des 500 signatures avec le petit programme qu'on nous raconte. On va voir où est-ce qu'on en est dans quelques semaines, et puis le 15 janvier, je crois que Christiane Taubira doit se positionner. On verra si ça a bougé du côté de la gauche. Et je pense qu'une candidature de gauche serait intéressante, pas crédible, parce que c'est toujours crédible, mais qui pèse dans le débat politique, va donner, on va dire, des débats passionnants et passionnés pour demain. Quelle est la date pour les signatures? Parce qu'en fait, c'est la vraie réponse importante. Qui va avoir les signatures? Je crois qu'il reste un petit peu plus d'un mois de recherche de parrainage, Alexis, non? C'est ça? C'est en février. C'est en février, hein, oui. Très bien. C'est ça, le dépôt des candidatures. Allez, merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain.